Le cocktail explosif pour le diabète, c'est sucre plus gras, en grande quantité, pas d'exercice physique et un peu d'alcool sur le tout. Et si en plus un de vos parents ou de vos grands-parents était déjà diabétique, vous avez 2 fois plus de risques que les autres. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, oui, on parle de votre santé tous les jours sur Beurre FM, journée mondiale de lutte contre le diabète. J'ai invité le docteur Régine Lalouche, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous revoir, doc, médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur. Et vous avez passé votre vie, une partie de votre vie à prévenir une maladie. Oui, le diabète, et particulièrement le diabète de type 2, Ouais. qui est une maladie qui touche énormément de gens en France et dans le monde et qui va probablement, d'après l'OMS, devenir une épidémie non régulée, une épidémie qui va toucher probablement dans le monde dans 20 ans à peu près 700 millions de gens. Bon, comment vous expliquez aujourd'hui que les gens aient peur du cancer et pas peur du diabète, alors que ça devrait être l'inverse ? Parce que le diabète, si vous voulez, c'est la conséquence, c'est une maladie conséquence. C'est pas un jour vous vous réveillez, vous avez mal à la gorge, vous êtes malade. C'est une maladie qui va se faire à bas bruit tout le temps. Alors, pour la mesurer, savoir si on est diabétique ou pas, il y a un examen simple, c'est prendre la prise de sang. On appelle la glycémie à jeun. Glyc, glucose, sucre. Hémi, hématie, le sang. Et on mesure cette glycémie à jeun au lever. Normalement, votre glycémie à jeun, elle est entre 0,7 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà, vous faites votre prélèvement. Si c'est bon, c'est bon. Maintenant, si vous avez plus de 1,26 g par litre, 1,26 g par litre, et 2 fois à 15 jours consécutifs, à ce moment-là, vous êtes dit diabétique de type 2. Et puis, il y a une zone grise entre 1,05 et 1,26. Et c'est la fameuse, c'est de celle-là dont il faut s'occuper en fait. Exactement. C'est là où, au fond, on n'a aucun symptôme. On vous dit, écoutez, vous avez 1,10 g, faites attention à ce que vous mangez, faites un peu d'exercice, machin. Mais si vous ne faites vraiment rien, inéluctablement, 70% vont devenir diabétiques. Donc cette phase qu'on appelle d'intolérance au glucose, ou qu'on appelle aussi prédiabète, c'est une phase dont il faut s'occuper. Parce qu'il faut 5 à 15 ans pour faire un diabète. Quand on a ces chiffres-là. De type 2, hein, monsieur. Voilà, type 2. Ouais. Oui, parce que tout de suite, je vais écarter le diabète de type 1. Ça porte le même nom, mais ce n'est pas la même maladie. Voilà, c'est génétique. Voilà, le diabète de type 1, ce sont en général des enfants, des adolescents. C'est souvent avant 25 ans. Une infection, n'importe laquelle, ça peut être une infection ORL, une infection, un trouble ou un stress ou majeur. Et ces enfants vont développer des anticorps et détruire leur pancréas. Et donc, c'est une maladie auto-immune. Ils détruisent leur pancréas. Et donc, comme le pancréas fait l'insuline, il n'y a plus d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Et à ce moment-là, il faut traiter par des injections d'insuline. Mais c'est que 10% des diabètes. Alors, pour compléter ce que vous direz ce matin, vous publiez la méthode anti-diabète chez Gélus, c'est en poche, petit prix. C'est votre méthode en plusieurs phases. Hein. Tout est expliqué jour par jour, sur 8 semaines. Et justement, c'est une méthode qui s'adresse à cette fameuse zone grise dont vous parlez, les prédiabétiques. Mais finalement, très peu de gens disent c'est prédiabétique. On n'emploie pas le mot diabète. Non, donc, ce qui fait que les gens se disent, finalement, voilà, il faut que je fasse attention, mais je ne suis pas en diabète, quoi. Non, je suis pas en diabète parce que les gens n'ont pas peur de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Alors si, quand vous avez 1,10 g, 1,15 g, vous savez, c'est quand vous êtes au bureau, c'est ces gens parfois qui s'endorment après dans les réunions. Vous savez, ils piquent du nez. Ouais. Vous dites quand même, il est gonflé. Mais en fait, il n'y peut rien. Parce qu'il a comme ça des épisodes d'hypersomnie. Il pique du nez parce qu'il a des problèmes de glycémie, de régulation de la glycémie. Sur ces gens qui sont un peu irritables le matin. Chez certains hommes, il y a des troubles de l'érection le matin. Donc en fait, il faut faire très très attention à ces petits signes parce que c'est des petits signes qui arrivent de temps en temps, qui repartent. On se dit, ça va. Et au fond, c'est le début des problèmes parce qu'on sait qu'au stade de prédiabète, il y a déjà des atteintes des artères. En fait, le problème du diabète, c'est quoi ? C'est un problème vasculaire. C'est pas un problème métabolique, endocrinien. Oui, bien sûr, c'est des endocrinos qui s'en occupent. C'est tout. La réalité, c'est que le sucre, en trop grande quantité, même un peu petite, grande quantité, 1,10 g, 1,15 g, il va user, inflammer les vaisseaux sanguins, les artères. Et d'abord, quels sont les vaisseaux qui vont être inflammés ? Les tout petits. Et où il y a des tout petits vaisseaux ? Dans notre rein, parce que c'est un filtre, pour faire l'urine. Dans les yeux, puisqu'elles sont tellement fines, nos artères, qu'on ne les voit pas. Mais si vous pressez sur vos yeux, quand vous êtes sur un mur blanc, vous verrez les flux sanguins. Donc en fait, le diabète va s'attaquer aux petits vaisseaux. Et les petits vaisseaux, ils sont où ? Dans les nerfs. Les terminaisons des doigts, les terminaisons des orteils. Vous avez des nerfs qui permettent de savoir que vous touchez quelque chose. Ces nerfs, ils sont vascularisés. Ils ont des artères qui les vascularisent, qui les nourrissent. Ce sont de toutes petites artères. Donc, ce sucre, il va inflammer
les artères les plus petites. Et à ce moment-là, les conséquences, elles sont simples quand il y a le diabète. C'est première cause de cécité, on devient aveugle. Première cause d'amputation non traumatique, parce que comme on sent plus ses bouts de doigts, ses orteils, on s'infecte. On a une gangrène qui peut se mettre en place et on est obligé d'amputer. C'est les neuropathies, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles cérébraux et des troubles neurologiques. Et puis c'est l'impuissance, l'insuffisance rénale, puisque le rein est touché. Donc vous voyez, en fait, c'est une maladie qui est une maladie qu'on peut éviter. C'est ça qui est terrible. Pourquoi j'écris ces bouquins, je vais vous dire. C'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'on gagne très peu d'argent en écrivant du bouquin, il faut être très clair. Mais ce qui est important, c'est de tout faire pour que les gens évitent d'avoir un diabète. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de prédiabétiques en Chine ? En Chine, il y a 30 ans, on donnait de l'argent pour les Chinois, vous savez, parce qu'ils n'avaient pas assez à manger. Aujourd'hui, il y a 493 millions de Chinois prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Parce qu'ils ont changé la façon de s'alimenter, faut être clair. Exactement, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat supérieur et que les Chinois, ils veulent faire comme nous, ils veulent manger occidental. Et ils ne sont pas prêts pour ça. Enfin, occidental, ils veulent manger... c'est-à-dire quand vous avez des moyens... la junk food. C'est la junk food, c'est sûr que quand on exporte notre gastronomie occidentale, c'est ça. Et puis on exporte tout. On exporte nos chocolats, on exporte nos produits sucrés, on exporte nos sodas. Et que quand on accède à un peu d'argent, parce que toute sa vie on a un truc, on veut montrer qu'on en a un petit peu. Et l'alimentation, c'est une façon de montrer qu'on a accédé à une catégorie sociale qui n'était pas la sienne initialement. Bien, votre père disait les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous. C'est le cas du prédiabète. Oui. Donc c'est pour ça, n'attendez pas que vous passiez au stade diabétique, puisque vous pouvez inverser les choses pendant ce moment-là. Exactement. Et surtout, il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire attention, on ne va pas prendre de plaisir. Parce que la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est de se lever le matin avec du plaisir et du désir de plaisir. C'est ça la vie. Quand vous n'avez plus de désir, vous êtes dépressif. Donc, il faut bien que vous trouviez du plaisir et que vous assumiez ce plaisir. On peut très bien se faire plaisir sans transformer ses repas en repas exceptionnels tous les jours. Moi, je veux dire, je me souviens d'une époque où on achetait les croissants que le dimanche parce que notre boulanger n'en faisait que le dimanche. Il fallait les réserver. Ouais. Donc manger un croissant c'est pas vieux, hein, ouais. Non, c'est 30 ans, 40 ans. C'était super bon parce que ce croissant, on le kiffait, on le mangeait vraiment. Le saumon, c'était le 31 décembre. Une fois par an, ouais. Dans toutes les caisses de supermarchés, vous avez du saumon fumé. Donc en fait, on a tellement d'offres. Regardez, un magasin de chaussures ou de vêtements ferme, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Un supermarché ou une petite supérette. L'offre génère la demande. Plus on vous offre des choses, plus vous en aurez envie. Pourquoi ? Parce que nous sommes les enfants des survivants. C'est-à-dire que l'espèce humaine a manqué de tout pendant des millénaires. Aujourd'hui, elle a plus que tout et elle n'est pas prête physiologiquement. Son organisme n'est pas prêt à avaler tout ça. On mange tous trop, on boit tous trop et surtout, on ne bouge plus. Parce que nos urbanistes ont mis les gens dans des cages à lapins. Parce que c'est très, vous savez, les Corbusier qui vous donnent des grands messages sur comment on va organiser la ville. On a oublié juste que 80% de votre organisme, c'est des muscles. Et que si vous ne faites pas bouger vos muscles, c'est comme si vous aviez une entreprise où 80% de votre personnel ne fait rien. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo a décidé de nous faire du vélo et de la trottinette. Voilà. Elle est pleine de bon sens. C'est plein de bon sens. Et de nous faire marcher dans le métro. Le fond est très bon. La forme, on pourrait discuter, mais le fond est excellent. Le diabète est-il forcément une maladie qui est liée au sucre ou pas ? Alors, le diabète, il est d'abord lié à un problème simple, c'est qu'il faut brûler les entrées. C'est-à-dire que quand vous vous faites livrer des marchandises, il faut les utiliser. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il mange plus qu'il ne brûle, premièrement. Après, c'est la qualité de vos marchandises. Qu'est-ce que vous avez reçu comme marchandises ? Si vous consommez beaucoup trop de sucre, il y a même aujourd'hui, on disait, les messages, c'était 55% de glucides. Mais moi, je n'ai jamais vu une étude disant que manger 55% de glucides, c'est-à-dire des sucres, c'était mieux que 40 ou que 65. C'est qu'en fait, c'était la consommation constatée des Français dans les années 60. Moi, je pense qu'on mange trop de sucre. On mange trop de pain, on mange trop de féculents, on mange trop de trucs comme ça. Ouais. Et il faut diminuer significativement ce type de Mais le diabète, c'est forcément lié au sucre ou ça peut être lié au sel, au gras Alors, c'est souvent... vous savez, personne ne se lève la nuit pour manger du sucre en poudre à la petite cuillère. Personne. Alors, c'est pour ça que souvent, on dit non, il n'y a pas d'addiction. Il y a une addiction si le sucre va avec le gras. Par contre, si ce sont des petits gâteaux, vous pouvez vous lever et liquider un paquet de gâteaux dans la nuit. Parce que vous avez envie de ça, parce que le sucre appelle le sucre. Donc en fait, il n'y a pas que le sucre. Il y a le sucre avec le gras. Si vous voulez le cocktail explosif pour le diabète, c'est sucre plus gras
en grande quantité, pas d'exercice physique et un peu d'alcool sur le tout. Voilà. Si vous avez donc là, ça, c'est parfait. grosso modo, vous avez, et si en plus un de vos parents ou de vos grands-parents était déjà diabétique, vous avez 2 fois plus de risques que les autres. Donc si vous savez ça, si vos parents, vos grands-parents étaient diabétiques de type 2, bien sûr, c'est-à-dire celui qui est le diabète gras, à ce moment-là, il faut que vous ayez une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, qui n'empêche pas les excès. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, on fait des excès tous les jours. Tous les jours, on fait des excès. Il y a de la bouffe. Mais les gens s'en rendent pas compte. Enfin, ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas l'impression de faire des excès tous les jours, quand même. Non, parce qu'au fond, on met les gens dans les villes, le stress augmente, parce que l'homme, c'est un animal social, mais quand il y a trop, eh ben, ça l'empêche de trucs, donc il est très stressé. Aujourd'hui, il y a une espèce d'instabilité générale qui fait que la seule vraie compensation, c'est de prendre un truc et puis de manger, de se dire « Ah, ça c'est bon », parce que personne ne vous ennuie là-dessus. Il n'y a pas encore de réglementation sur ce que vous mangez. Un petit coup de mou. Voilà. Surtout, regardez notre société aujourd'hui. Alors, je suis désolé, c'est peut-être pas le sujet sur le diabète, mais c'est lié. Tout est réglementé aujourd'hui. Tout. Moi, entre ma jeunesse et la jeunesse de nos jeunes aujourd'hui, ils peuvent rien faire globalement. Ils peuvent pas faire grand-chose. Alors, bien entendu, ils se lâchent sur les réseaux sociaux, mais tout est réglementé. Il y a une loi pour tout. Donc, quand vous faites ça dans une société, eh ben, il faut que les gens trouvent des compensations. Et je suis désolé d'utiliser ce terme, parce que c'est un terme générique, c'est le kiff. Il faut qu'ils arrivent à kiffer. Pour arriver à kiffer, eh ben, il faut qu'il y ait un espace de liberté. Cet espace de liberté, aujourd'hui, c'est de la nourriture. On se fait plaisir. Donc, on achète des trucs. Regardez les supermarchés, regardez les caddies de supermarchés. D'accord ? On passe toute la journée des messages en disant attention, mangez, pas trop sucré, pas trop machin, bougez, mangez, machin. Mais la réalité, regardez les caddies. C'est des sodas, c'est des gâteaux, c'est des cornflakes, c'est des machins, c'est du sucre. En gros, c'est du sucre. Il n'y a aucune réglementation dans ce pays sur les quantités de sucre autorisées ou pas. Voilà. On est capable, je vous l'ai dit hors micro, mais je veux vous le dire, on est capable de m'imposer, moi, de porter des gants quand je suis en moto. Ouais. Sinon, on m'enlève 2 points. Mais le sucre, on peut en mettre autant qu'on veut. Et alors, paradoxalement, on a des gens qui font des méthodes où ils suppriment complètement le sucre. Comment ils se sont désintoxiqués. Parce qu'on parle aujourd'hui, c'est un sujet assez à la mode, qu'on a traité souvent, de l'addiction au sucre. Alors, est-ce qu'il est prouvé qu'on devient addict, en tout cas au sucre, ou c'est n'importe quoi? Non, il y a des grands débats, parce que normalement, l'addiction, c'est une définition très précise qui dépend d'une classification, pour ceux qui ont envie d'aller sur Internet, qui s'appelle le DSM-5, des psychiatres qui ont une classification. Et au fond, pour dire qu'il y a une addiction à une drogue, il faut qu'il y ait des comportements sociaux qui soient altérés. Il faut pouvoir faire quelques kilomètres pour aller chercher sa drogue. Enfin, vous voyez, ce qui n'est pas le cas pour le sucre, comme je vous l'ai dit. Personne ne se lève la nuit pour manger du sucre en poudre. Par contre, beaucoup de gens vont manger des barres chocolatées, vont manger des gâteaux. Mais c'est sucré, donc. C'est sucré et gras. Il faut les deux. Pourquoi ? Parce que sur le bout de la langue, vous avez à peu près 10 à 12 000 capteurs qui vont tester le goût salé, sucré, amer, acide et délicieux. Le fameux umami japonais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le umami japonais ? L'umami japonais, c'est une sensation très particulière sur laquelle beaucoup de chercheurs dans l'agroalimentaire travaillent. C'est le délicieux, le truc absolument délicieux. C'est l'assemblage de goûts. Toutes ces saveurs qui vont donner le délicieux. Tout le monde travaille sur l'umami. Voilà. Donc, vous avez ces capteurs. Alors, je vais manger quelque chose, et à ce moment-là, si je mâche longtemps, parce que si je mâche pas, à ce moment-là que je gobe, les capteurs n'auront pas le temps d'informer une glande qui est très particulière, qui s'appelle le noyau accumbens. ACCUMBNENS, pour ceux qui veulent aller le voir sur Internet. C'est ce qu'on appelle le centre de la récompense. Et donc, il n'est pas loin de... Il n'est pas loin de l'hypothalamus, de notre cerveau archaïque. D'accord. Et ce noyau accumbens, qu'on appelle le reward system, le système de la récompense, quand il est titillé par les capteurs qui lui envoient l'information, c'est sucré, c'est top, ou c'est salé aussi, ça marche pour les deux, il va faire une hormone de plaisir qui s'appelle la dopamine. Voilà. Si par exemple, vous êtes en train de manger quelque chose de très mou, que vous avalez très vite, je veux pas faire... Aujourd'hui, les aliments sont de plus en plus mous d'ailleurs. Exactement. On a de moins en moins besoin de les mâcher. C'est fait exprès. La plupart des gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses sont des gens qui ne mâchent pas. Il faut savoir combien de temps on met pour avaler un paquet de gâteaux, c'est très rapide, c'est 10 minutes. Parce que le mou fait que vous allez peu mâcher. Donc le noyau accumbens va pas être satisfait, il va pas faire de dopamine et votre cerveau raisonné va dire recommence. Voilà. Donc en fait,
on est dans un système où il faut bien mâcher. Si, dès aujourd'hui, vous vous mettez à mâcher convenablement au moins 12 fois une bouchée, vous allez manger 10 à 15%. Alors vous avez une règle qu'on appelle le 12-21. Oui. 12, c'est le nombre de fois qu'il faut mâcher au moins un aliment. Exactement. C'est-à-dire que, bien entendu, s'il n'est pas liquide, mais il faut mâcher 12 fois. Donc, ça veut dire de bonnes dents, une bonne hygiène dentaire. Parce que si vous n'avez pas de bonnes dents, que vous avez mal tout le temps, vous gobez. Deuxièmement, vous avalez, oui. Voilà, vous avalez. La deuxième chose, c'est 21 minutes. Il y a des chercheurs, particulièrement le CNRS de Lyon, l'équipe de Gilles Mithieu, qui a montré qu'il faut 21 minutes pour que les premiers signaux de satiété s'installent. C'est le temps qu'il faut pour que, quand vous avalez une bouchée, elle va dans l'estomac. Après, les protéines sont découpées, elles sont vaporisées dans le duodénum qui est au bout de l'estomac. Et ensuite, l'intestin va envoyer des signaux au foie, qui envoie des signaux au cerveau. Il faut 21 minutes. D'ailleurs, quand vous allez dans un restaurant gastronomique, souvenez-vous, la première chose qu'ils vous demandent quand vous faites la commande, ils vous demandent de commander le dessert. C'est pas parce qu'il faut 2 heures pour faire un soufflé. C'est que tout simplement, ils savent très bien que dans une demi-heure, vous n'aurez plus faim. Donc, ils vont verrouiller la commande. Ah oui, et que si vous n'avez plus faim, vous ne commanderez pas de dessert. Bah, exactement. Et vous savez très bien que vous allez dans un restaurant gastronomique. Déjà au hors-d'œuvre, vous n'avez plus faim. Le diabète, c'est un de vos chevaux de bataille, en tout cas. C'est votre ennemi. Professionnel. Ma vie professionnelle. C'est pas mon ennemi parce qu'il n'y a pas... j'ai pas d'ennemi, mais... Enfin, j'espère. Mais c'est une maladie qui est tellement évitable qu'il faut tout faire pour éviter que les gens deviennent diabétiques. Tout faire. Parce que c'est une maladie qui est très insidieuse, qui fait que les gens vont vieillir plus vite, vont avoir 2 fois plus de risques d'avoir des cancers ou des maladies neurodégénératives, type Alzheimer ou Parkinson. C'est une maladie qui rend impuissant. C'est une maladie qui rend aveugle. C'est une maladie qui fait... Donc, il ne faut pas la laisser s'installer. Et il y a plein de choses pour ne pas la laisser s'installer. Donc, il faut profiter... Alors, bien entendu, je ne veux pas inquiéter déjà les diabétiques. Un diabétique traité. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand vous parlez de... Quand vous publiez un livre où vous mettez le mot malheureux régime, parce que c'est le mot qu'il faut... Alors, on va dire, oh oui, mais ça se vend. Voilà, les ça régimes, vous comprenez, ça sert à rien, ça machin, ça truc. Mais de quoi parle-t-on? Le jour où vous êtes diabétique et vous allez voir un médecin, la première chose qu'il va faire, c'est vous mettre au régime et vous donner des médicaments. Malheureusement, c'est un peu tard. D'accord? Donc, et là, ça devient une maladie chronique. Voilà, et je reboucle sur ce que vous avez dit, sur les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous, ce que disait mon père. C'est que le fait d'avoir 1,10 g ou 1,15 g de glycémie, c'est pas très grave, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de symptômes. Mais si vous ne vous en occupez pas et que vous devenez diabétique, après, il sera trop tard. Et après, c'est le tirage au sort. C'est-à-dire, soit vous avez un diabète agressif, et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un cercle absolument épouvantable, soit vous pouvez avoir, on connaît plein autour de nous, diabétiques, prennent leurs médicaments, ils font un peu attention. Qui vivent avec. Voilà. Donc, et là, il y a une grande inégalité, c'est le tirage du loto. On ne sait pas ce qu'on va tirer. Donc, il faut mieux éviter tout ça. Surtout pour les femmes et les hommes qui ont 50, 55 ans, ils ont peut-être envie de voir leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir ses arrière-petits-enfants. Je vous rappelle que l'espérance de vie, elle est de 85, 87, 88 ans. Et donc, pourquoi ne pas transmettre dans un monde où il y a tellement d'instabilité supposée d'ailleurs, parce que le monde n'a jamais été aussi stable depuis toutes ces années. Il n'y a pas eu de guerre mondiale. On peut vivre longtemps si on s'entretient, c'est ça le message. Et on peut passer le message. Et quel modèle on peut donner, quel meilleur modèle on pourrait donner à nos petits-enfants, de voir des grands-parents qui font de l'exercice, qui prennent leur sac de sport, qui ont beau pied, bon oeil, et qui ne sont pas au fond d'un canapé en train de regarder la télévision. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ça la réalité. L'homme a passé son temps à chasser, il a passé son temps à essayer de ne pas se faire manger par les prédateurs, il est fait de muscles, plus de 70% de son corps, c'est des muscles. De ne pas s'en servir, c'est vraiment pour moi un péché. Conseiller de perdre du poids, donc 5 à 10%, de faire 3 heures d'exercice par semaine. Bon, c'est pas énorme. Non, mais c'est même 150 minutes, c'est 2h30. Ouais. En fait, il y a une statistique qui a montré que si vous perdez 5 à 7% de votre poids, ça a été fait sur des dizaines et des dizaines de milliers de gens, et que vous pratiquez 3 fois 50 minutes d'exercice, pas de sport, d'exercice physique par semaine, vous réduisez les risques, quand vous êtes prédiabétique, vous réduisez les risques de devenir diabétique de plus de 57%. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est quoi 5 à 7% de son poids? C'est de limiter le pain dans la journée. Le matin, vous pouvez en prendre. Vous verrez ça dans la méthode. C'est de diminuer les quantités d'alcool, faire de l'exercice, plutôt utiliser les légumineuses plutôt que les féculents. Parce que c'est, et vous dites que les légumineuses, on n'en consomme pas assez, c'est pas cher. Mais vous savez pourquoi? Non. C'est la guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale, les lentilles, le topinambour, tout ça, c'était les haricots, c'était vraiment le truc le moins cher possible. Et ils ont une image comme ça de produits de seconde catégorie. Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Ouais. Quand on vous dit tu vas manger un plat de lentilles, les gens sourient. C'est pas quand on a des invités, on va pas leur faire des lentilles, on va leur faire des pommes rissolées, des pommes de terre. Et pourtant, il y a une différence fondamentale entre les lentilles et les pommes de terre. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est que les deux sont constitués d'amidon. Vous savez, l'amidon, c'est plusieurs sucres ensemble, du glucose, des milliers de glucose ensemble. Mais il y a 2 amidons. Alors, c'est un peu technique, mais je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent ça, parce que s'ils comprennent ça, ils vont tout changer. Vous avez l'amylose. L'amylose, c'est ce sucre-là, il est mis dans une hélice. Donc, quand vous allez l'avaler, cette amylose, eh bien, il va falloir du temps pour couper l'hélice, pour aller chercher le glucose. Ça va prendre du temps. L'amylopectine, c'est l'autre. C'est comme un arbre fruitier avec des fruits dessus. C'est très facile d'aller piquer le glucose comme des fruits. Et donc, plus vous avez d'amylopectine, plus vous allez absorber très vite ce sucre et plus il va être toxique pour votre organisme. Alors que l'amylose, il faudra du temps. Et je vous donne un exemple. Les lentilles, elles ont 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. La pomme de terre, elle a 90% d'amylopectine que 10% d'amylose. Donc, la pomme de terre, c'est bien 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Les lentilles, c'est moins cher et c'est mieux. Alors, et justement, sur ces 2 distinctions que vous faites, il y a aussi, il faut prendre en compte le procédé de cuisson. Oui. Alors, ça marche pour les patates, pour les lentilles, pas trop, parce que les lentilles, ça supporte quand même de pas trop être al dente. Bon, ça peut, mais c'est difficile à... Oui, voilà. Mais mais c'est vrai que les pâtes, par compliqué. exemple, al dente, elles ont un impact sur votre foie et sur votre glycémie 2 fois inférieur si elles sont al dente que si elles sont trop cuites. D'ailleurs, vous ne ferez jamais manger à un Italien des pâtes trop cuites, des nouilles. Voilà. Jamais. Le riz, c'est la même chose. Le riz, je conseille... Alors, c'est marrant, parce que vous conseillez déjà de ne pas les cuire à l'eau, de ne pas le cuire à l'eau, le riz. Enfin, de le cuire dans des rice cookers. Voilà. Comme les Chinois et les Japonais, vous ne ferez pas manger à un Chinois ou un Japonais du riz dans une casserole. Pourquoi ? Vous allez comprendre très simplement. Le riz qui est en dessous, il est en contact avec la chaleur. Le riz qui est au-dessus, un peu moins. Ouais. Donc, plus vous chauffez... C'est le meilleur, finalement. Plus vous chauffez, plus vous cassez l'amidon, plus c'est du sucre. D'ailleurs, le sucre, le riz un peu trop cuit, c'est très sucré. C'est très, très sucré. Donc, il faut que le riz soit cuit à la vapeur dans un rice cooker. Avec, d'ailleurs, je donne ce petit conseil, avec des marques... Il y a des marques, on ne peut pas citer de marques, mais il y a des marques qui sont plus sérieuses que d'autres. Si vous en citez 3, vous pouvez. Ah bon, alors il faut Panasonic ou National, ça dépend si vous l'achetez. Zorikoshi, qui est une marque, et puis Philips. Voilà. Et ça, à ce moment-là, vous avez des cuves qui sont avec des revêtements. Vous savez, les revêtements antidérapants, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont de bonne et de moins bonne qualité. Voilà. Mais il faut un rice cooker. Et vous mangez un petit bol de riz, plutôt du riz long grain ou du basmati, parce qu'il a un index glycémique inférieur et il a une richesse en amylose supérieure aux autres. Bien. Et pour les pâtes, vous conseillez de laisser les pâtes au frais. Voilà. Une nuit. Alors ça, voilà. J'y ai pensé. Je ne sais pas qui fait ça, finalement. Si, avant, on faisait des salades de nouilles. Oui, on faisait des salades de pâtes. Mais si vous les mangez froides. Oui. Et ben à ce moment-là, vous faites des nouilles. Elles sont trop cuites. Bon, vous vous dites, je vais les mettre au frigo. Et il y a l'amidon, puisque les pâtes, c'est de l'amidon. Dans le blé, il y a de l'amidon. L'amidon, c'est des milliers de sucres attachés. Donc, si elles sont trop cuites, le sucre, il n'est pas vraiment attaché. Donc, si vous le consommez, il va être tout de suite passé dans le sang. Maintenant, si vous le mettez au frigo la nuit, il y a ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. C'est-à-dire qu'en fait, il va se reconstituer avec le froid. Et donc, quand vous allez les manger dans une salade de pâtes, ça peut être une salade de pâtes avec des coquillettes ou des farfales, à ce moment-là, l'index glycémique, c'est-à-dire l'impact des pâtes sur le sucre, sur votre taux de sucre, va être inférieur. Donc vous voyez, il y a plein de trucs et ficelles qu'on peut utiliser pour bien manger et éviter de se charger en sucre. C'est pas le sucre qui est interdit. On pourra jamais puis ça n'a aucun intérêt. Moi, j'adore ça, le sucre. Surtout, en plus, aujourd'hui, il y en a partout. Mais il y en a partout. Ce qu'il faut, c'est vivre avec et se dire qu'il faut lui garder une certaine... Il faut être distancié par rapport au sucre. Par exemple, vous m'avez servi un café ce matin, 2 cafés. 2, ouais. Eh bien, j'ai pas pris de sucre. Alors, ça m'a pris 4 jours pour ne plus prendre de sucre dans le café. Après, aujourd'hui, vous me servez un café sucré, pour moi, c'est imbuvable. Imbuvable. Et c'est même avec les yaourts, c'est la même chose. On se déshabitue très, très facilement de cette habitude, tout simplement parce qu'il faut dire aussi que le sucre, le siècle dernier, c'était un signe extérieur de richesse, avoir du sucre. Puisque le sucre, c'était une denrée très, très rare il y a encore 2 siècles. C'était
Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les industriels mettent du sucre, alors que finalement, ce sont dans des recettes où, a priori, il ne devrait pas y en avoir? Alors, tout simplement parce que le sucre a une vertu pour un industriel, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il aide à faire passer des goûts et à couvrir des acidités. C'est-à-dire que même, par exemple, vous prenez un bol de cornichons, dans l'eau des cornichons, on va mettre du sucre parce que ça permet de passer l'acidité du cornichon. Et en fait, il n'y a pas de complot des industriels. Ils ne mettent pas du sucre parce qu'ils voudraient qu'on mange du sucre. Enfin, Oui, c'est pas pour nous rendre addicts, comme on nous mais dit. pas du tout. C'est qu'industriellement, le sucre, c'est une affaire. Comme le sel, c'est une affaire. Ça permet de conserver, d'éviter les proliférations bactériennes. C'est génial pour un industriel. Il faudrait qu'il trouve... Et tout l'enjeu de l'industrie agroalimentaire, parce que c'est très facile de dire, oui, il ne faut plus manger de produits industriels, mais comment vous faites? Quand vous faites vos courses, quand vous mangez plus... Alors, moins d'être bio, d'être près du producteur, parce que le bio, pas le près du producteur, vous pouvez avoir des proliférations de mycotoxines. Faut savoir que tout ça, c'est pas si simple. Mais c'est pas parce qu'il y a écrit bio dedans que ça veut dire bon produit. Exactement. Et ben, ce qu'il faut, c'est le nouvel enjeu des industriels de l'agroalimentaire, c'est d'essayer maintenant de jouer ce jeu-là. Ils savent très bien, les industriels sont pas des voyous, c'est des gens qui veulent, mais eux, ils ont un impératif, ils ont un bilan comptable. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que ça se vende. Maintenant, il y a une exigence des gens, et ces gens, ils vont pousser leurs exigences, et les industriels vont s'adapter. Moi, je ne suis pas inquiet. Je dis simplement que le diabète est une maladie insidieuse. Il faut tout faire pour éviter que les gens deviennent diabétiques. Oui, parce que c'est camouflé, c'est asymptomatique, donc vous ne ressentez rien pendant 5 à 15 ans. Exactement. Vous avez parlé tout à l'heure de cet examen, donc pour calculer, pour voir si on était diabétique, pour les personnes qui sont prédiabétiques, donc qui nous intéressent ce matin. Est-ce que c'est cet examen qu'il faut faire, la glycémie à jeun, ou il y a autre chose pour le détecter? Alors, il y a la glycémie à jeun, il y a aussi un autre prélèvement qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. En fait, c'est le taux dans votre sang. L'hémoglobine, c'est ce qui permet de véhiculer l'oxygène. Il y en a une partie qui s'associe avec du sucre. Donc, hémoglobine glyquée, sucre, voilà. Et donc, il ne faut pas que ça dépasse 5 à 5,5%, voire 6%, ça va. Et donc, c'est ça qu'il faut mesurer si on a un doute. Parce que vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun normale, mais avoir une glycémie après le repas, ce qu'on appelle la postprandiale, c'est-à-dire 1h30 après le repas, qui, elle, est modifiée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça commence souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on a une bonne glycémie à jeun, mais on prend un repas et la glycémie augmente. Normalement, elle augmente jusqu'à 1,30, 1,40, puis elle doit rediminuer après 1h30. Et elle rediminue de façon très, très lente. D'accord. Et l'hémoglobine glyquée, elle, va nous donner des indications, parce que l'hémoglobine glyquée, elle mesure à peu près 3 mois de glycémie à jeun. C'est une espèce de moyenne. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des symptômes à ce moment-là, à ce stade-là? La somnolence après le repas. D'accord, ça vous a... Somnolence après le repas, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on peut être un peu... on est en train de digérer, ça dépend du repas qu'on a pris. Souvent on dit, c'est l'heure, j'ai envie de faire une petite sieste, vous voyez. Voilà, c'est la petite sieste, mais il faut le manque de vigilance, l'endormissement au volant dans l'après-midi, une certaine irritation aussi, le matin. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on n'est pas bien. Irritation ou irritabilité? Voilà, irritabilité. C'est-à-dire qu'on est un peu comme ça... Et ça doit être des indications. On n'a aucune raison d'être le matin, quand on se lève en bonne santé. Vous connaissez cette histoire. Si à 55 ans, vous vous levez, que vous avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Donc, c'est quand on se lève et qu'on est le matin et qu'on est bien, normalement, on ne doit pas être irritable. Si on est irritable, alors bien entendu, si on a des problèmes qui sont d'autres problèmes, que ce soit financiers ou de santé, mais normalement, on doit bien se sentir. Et cette irritabilité-là, ça peut être un signal. Une équipe finlandaise a mis au point un questionnaire pour calculer de façon tout à fait scientifique le risque de devenir diabétique. Quelles sont les questions qu'on vous pose dans ces cas-là? Écoutez, on va vous demander si justement vous êtes irritable, si vous avez envie de dormir, si vous mangez, si vous grignotez pas. Voilà, il y a 9 questions à peu près. Il y a aussi des questionnaires qui sont issus de ce questionnaire finlandais qui est vraiment devenu la référence maintenant depuis 20 ans. Vous la trouvez sur Internet. Bon, ça vous donne un total d'ailleurs. Vous avez vous avez un truc et puis vous pouvez vous dire si vous avez effectivement un risque d'être prédiabétique avec cette étude. Et je l'ai mis d'ailleurs dans mon... Non, c'est pour ça que j'ai regardé l'étude. Voilà. Il y a les questions, il y a les explications pourquoi on demande certaines choses. Tout le test est expliqué. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'au fond... il n'y a pas de questions gratuites. Non, il n'y a pas de questions gratuites. C'est assez fiable. Et du coup, si vous avez des doutes après ce test, faites un examen de glycémie. Et surtout, le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que pour prévenir le diabète, il faut du temps pour un médecin.
Un médecin généraliste aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de temps parce que vous connaissez le tarif du médecin généraliste et qui fait le malheureux, il est obligé de travailler et il ne peut pas passer du temps. Pour un interview nutritionnel, un entretien nutritionnel, il faut 45 minutes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que va vous dire votre médecin? Il va vous dire, attention, vous avez 1,10 g, 1,15 g. Ça fait 3 consultations, quoi. Voilà, faites attention à ce que vous mangez. C'est pas ça la réponse. Bien sûr, ils font le maximum, les généralistes. Mais ce qu'il faut, c'est expliquer qu'est-ce que je vais manger. Et se mettre autour de la table, dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, ainsi de suite. Donc, consulter une diététicienne ou un nutritionniste. C'est la journée mondiale du diabète, un jour par an pour parler du diabète. On devrait en parler toute l'année, tellement il y a une épidémie mondiale de diabète. Bon, ça a commencé par les États-Unis, mais on voit qu'aujourd'hui, même des pays qui n'étaient pas concernés et qui étaient concernés par la faim il y a encore quelques années, aujourd'hui, il y a une explosion de diabétiques. Le docteur Réginald Allouche est avec nous aujourd'hui, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et spécialiste de la prévention du diabète. Vous publiez la méthode anti-diabète aux éditions J'ai lu. Il y a quelque chose sur lequel vous revenez et vous dites que finalement, aujourd'hui, qu'on n'utilise pas, c'est ce qu'on appelle les indices glycémiques. Oui, alors parce que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Quand on a le tableau, franchement, je vais vous dire, c'est simple. Oui, bon. En fait, parce qu'il y a une, comment dirais-je, c'est pas tout à fait complet d'un point de vue scientifique. Je vous explique. Il y a, si vous prenez par exemple la pastèque et le melon, la pastèque va avoir un index. Les index glycémiques, c'est une échelle qui va de 0 à 100. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que déjà un index glycémique? C'est l'impact d'un aliment sur l'augmentation de votre glycémie, c'est-à-dire du sucre. Quand on l'ingère, quand on le mange. Quand on le mange, il y a des aliments qui vont augmenter très vite la glycémie et puis d'autres qui vont l'augmenter beaucoup moins. Et on mesure la surface, quand on fait l'analyse, on mesure la surface de cet aliment, de la glycémie qui est provoquée par l'ingestion de cet aliment. Et à ce moment-là, on dit voilà, c'est tel index et tel index. Mais pour être totalement scientifique, il faudrait parler de charge. C'est-à-dire multiplier l'index glycémique par la quantité. Vous allez comprendre. Si vous prenez, par exemple, une baguette tradition, qui a un index glycémique sur une échelle de 0 à 100 qui est à 45-50. D'accord? Donc, elle est bonne pour la santé. Hein. C'est quoi un bon indice Alors, tous les bons index, c'est en dessous de 55. D'accord. Voilà. Ça, tout ce qui est en dessous de 55, on peut le manger en quantité raisonnable. Hein, c'est toujours la même chose parce que justement, la charge, c'est que si vous dites, ah ben c'est bien, c'est 30, la charge glycémique, par exemple, je sais pas moi, des amandes ou des noix de cajou, je vais en manger 1 kilo. Mais vous comprenez bien que de toute façon, à ce moment-là, vous aurez le même impact que si vous prenez une fraise tagada. Donc, en fait... C'est comme l'huile d'olive. En fait. À partir du moment où on dit que c'est un bon aliment pour la santé, les gens se disent, c'est bon, donc vas-y. Mais 1 gramme d'huile d'olive, c'est toujours 9 calories. Hein. Donc, de toute façon, c'est bon l'huile d'olive pour la santé, pour ce qu'elle a, mais c'est pas la peine d'en boire des litres. Hein, parce qu'à ce moment-là... Donc, on privilégie les aliments avec des index glycémiques bas. Et c'est là où on revient sur votre question sur la cuisson. Si vous prenez des pâtes al dente, elles sont à 45. D'accord, elles sont consommables sans problème. Si vous les faites trop cuire, c'est 80. Voilà. C'est la même chose pour le riz. Ça a quasiment doublé. Ouais. Voilà. Ouais. La pastèque, le melon, la pastèque est à 80, le melon à 55. Donc en fait, mais c'est toujours la même chose. Si vous mangez un petit bout de pastèque et que vous mangez 3 melons, vous allez avoir un index au résultat qui sera pire. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et ces tables d'index, vous les trouvez dans ce livre, mais vous les trouvez partout. Alors, peu importe qu'il y en ait qui soient 52 ou 60, il ne faut pas être complètement bloqué là-dessus. Ouais. En moyenne, il faut consommer des sucres, des féculents qui sont en dessous de 55 et qui ne soient pas trop cuits. D'accord, mais ça s'ajoute, non? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une dose à ne pas dépasser? Il faut savoir que l'index global, c'est l'index global du repas, pour être encore scientifique, là aussi. C'est-à-dire qu'il est évident que quand vous prenez des sucres seuls ou vous prenez des sucres avec des fibres, ça change tout. Parce que les fibres, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont compliquer le fait de prendre le sucre. Donc, si vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, des poireaux avec des pommes de terre, les pommes de terre qui sont gorgées de sucre, les poireaux, il y a des fibres, elles vont gêner dans la digestion tout ce mélange dans l'estomac. Il va falloir plus de temps pour extraire le sucre que si vous mangez des patates seules, pommes de terre seules. Voilà. Donc là, c'est un bon mariage. Voilà, c'est des bons mariages. C'est pour ça que les légumes, c'est pour ça que vous pouvez mettre quelques pommes de terre dans un truc de légumes, mais pas dans une soupe, parce que si vous mixez tout, vous n'avez plus les fibres. Les fibres vont plus jouer. Ça casse les fibres. Oui, ça casse les fibres. Hein, le mix. Donc, si c'est très liquide, en fait, il y a plus de tout va passer directement. Donc c'est pour ça que c'est important la consistance, la quantité, la cuisson.
Tout ça est important. Et c'est ce que j'ai voulu préciser dans ce livre. Ça en plus, ce sont des trucs qui sont simples. Simple. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pensez que la différence entre sucre lent et sucre rapide n'a plus lieu d'être et que c'est faux presque? C'est faux parce que, en fait, c'était lié. Les sucres lents, on disait que c'était tout ce qui était amidon, c'est-à-dire les choses qui mettaient du temps à être absorbées. Et les sucres rapides, c'était le saccharose, le sucre en poudre, ainsi de suite. La réalité, c'est que vous pouvez avoir une baguette blanche qui a un index glycémique équivalent à du sucre pur. Pourquoi ? Parce que la farine est extrêmement raffinée, parce qu'il y a des additifs, parce que vous allez avaler ça, le sucre va tout de suite passer dans les cellules, dans le sang, et augmenter la glycémie. Alors que si vous mangez une baguette tradition, avec une farine qui a beaucoup plus de fibres et qui a beaucoup plus d'éléments, à ce moment-là, ça va mettre plus de temps. D'ailleurs, il y a eu des études faites par les meuniers eux-mêmes. C'est pas, les industriels ont montré que si vous prenez de la baguette tradition ou du pain tradition, qui, je le rappelle, d'un point de vue légal, ne peut pas contenir d'additifs. Ne peut pas. Alors, ce qu'on appelle les additifs, pour tout le monde, c'est... En boulangerie, si vous voyez votre boulanger, les boulangers, il faut les interviewer, parce que c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et vous allez lui dire, mais est-ce que vous mettez des améliorants ? L'améliorant, c'est souvent du gluten. C'est pour ça que l'intolérance au gluten, vous savez, moi, comme tout médecin, il y a une quinzaine d'années, je dis, mais c'est quoi ce truc ? Arrêtez avec votre histoire de gluten, machin. Mais la réalité, c'est que quand vous fouillez un peu, vous apercevez qu'il y a eu un décret, je crois, en 79, qui a autorisé les industriels et les boulangers à rajouter du gluten, ce qu'on appelle le gluten vital. Et donc, on a rajouté beaucoup de gluten. Pourquoi ? Parce que le gluten, c'est une molécule, c'est une protéine qui rend le pâton, vous savez, le pâton avant de le cuire, plus plastique, plus facile à travailler. On peut le surgeler. On peut même se réveiller plus tard. Le gluten, ça a permis. Moi, je suis un vieux médecin maintenant, mais quand je sortais de garde à 4h ou 5h, j'allais chercher les croissants, il y avait des boulangers qui travaillaient. Aujourd'hui, ça leur a permis... On cognait à la fenêtre, ils ouvraient, et puis voilà, on avait toujours moyen de gratter un croissant. C'est vrai que c'est fini. Mais ça se sentait en plus. Voilà. Et nos boulangers, heureusement, peuvent se lever 1 heure ou 2 heures plus tard, parce que c'est un beau métier, la boulangerie. Mais on a mis de l'améliorant. Donc, demandez à votre boulanger où il met de l'améliorant, où il n'en met pas. Souvent, le pain au levain, il n'en met pas. D'accord. La baguette tradition, il ne peut pas en mettre. Donc, en fait, on trouve parce que le règlement l'interdit. Parce que la loi l'interdit. D'accord. Et je trouve que c'est... Parfois, la loi est bien faite, alors. Mais la loi est souvent bien faite. Ouais. Le problème, ce sont les écarts à la loi ou le fait de ne pas la respecter. Mais en tout cas, en ce qui concerne la boulangerie, vous pouvez aller voir votre boulanger, mais parlez-lui au boulanger. Il adorera ça, parce que lui, le boulanger, il aime faire des choses particulières, parce que c'est un artisan. Alors, j'ai appris un nouveau mot, j'en ai appris plein dans votre livre. Il y a l'insuline et il y a l'inuline. Ah oui. Alors, l'insuline, vous savez que c'est l'hormone reine, c'est celle qui fait rentrer le sucre dans les cellules, mais elle fait autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez boire... Un aliment sucré, on va dire. Un aliment sucré. Allez. À ce moment-là, le sucre augmente dans le sang, ouais. Et immédiatement, le pancréas, qui est une hormone, qui est un organe très profond, va sécréter une hormone extraordinaire qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est comme une clé. Donc, vous avez le sucre, imaginez-vous le vaisseau sanguin avec des tas de cubes de sucre. Ouais. Et puis, il y a des petites clés qui arrivent, c'est l'insuline. La clé se met dans les verrous des cellules, ouvre la porte et le sucre rentre dans les cellules. Très bien, donc votre sucre dans le sang diminue. D'accord, donc en fait, c'est l'insuline qui permet au sucre de rentrer dans le... Exactement. Maintenant, elle a un deuxième rôle. Oui. On parle de pic d'insuline, ça veut dire, pourquoi on a des pics d'insuline alors ? Parce que si vous prenez un truc très sucré, vous prenez, je sais pas moi, vous avalez toute une boîte de bonbons, ouais. Vous avez tellement de sucre qu'à ce moment-là, la réaction qui est saine du pancréas, c'est d'en faire plus. D'accord. Parce qu'il ne veut pas laisser le sucre flotter dans le sang. D'accord ? Le diabète, c'est quand le sucre flotte dans le sang. Parce qu'il ne sait plus où le mettre, le foie. Et le cerveau ne sait plus où le mettre. Bon. Donc, je continue. Mais là, l'insuline, elle a une deuxième fonction. C'est que le sucre non brûlé, non utilisé, elle le stocke dans les cellules graisseuses. Elle a les deux fonctions. Elle a fait ce qu'on appelle la lipogénèse. D'accord. Et vous avez parlé en début d'émission des régimes où on interdit tous les sucres. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon. Aujourd'hui, on fait par exemple 1 mois sans sucre. Alors, ça devient très... à la mode. C'est très à la mode. J'ai passé 1 mois sans sucre, donc voilà. Mais moi, je suis pas. J'ai observé les effets sur mon organisme. Oui, c'est très bien. Je me suis désucré. Voilà, je me suis désucré. Ce qu'il faut, c'est de se déshabituer du goût sucré. Mais on peut manger des fruits, on peut manger des légumineuses, on peut manger des produits comme ça qui ont du sucre, mais des sucres raisonnables, des sucres raisonnés et qui ne sont pas libres. Vous savez, il y a la notion de sucre libre que l'OMS vient de mettre en place, qui sont des sucres rajoutés. Là, ce sont des sucres captifs.
avalez des sucres captifs, n'avalez pas de sucre libre. Voilà, c'est le message que je peux donner. Quel regard vous portez sur alors les faux sucres aujourd'hui? Oui. Il y en aurait des bons, il y en aurait des mauvais. Maintenant, la stevia, très bonne presse. Oui. Écoutez, moi, je crois que les édulcorants, c'est fait pour être utilisé de façon exceptionnelle. Ça ne peut pas être une béquille. Ça ne peut pas être dire, moi, il faut essayer de se déshabituer du goût sucré. Il faut arrêter les procès. Si vous prenez peu d'édulcorants, vous n'avez aucun risque. Il faut arrêter. Il faut des quantités colossales. Toutes les études qui ont été faites, vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur l'aspartame. Les quantités qui ont été assimilées étaient colossales par rapport à... Donc, je pense que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'édulcorants. On en a besoin pour sucrer un petit peu, mais pas pour remplacer le sucre, parce que ça ne le remplace pas. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez, je vous ai parlé du centre de la récompense tout à l'heure, qui est content quand il a le goût sucré au bout de la langue. Mais il y a un deuxième petit noyau, juste dessous, qui est dans le cerveau archaïque, qui s'appelle le noyau arché, qui compte les calories. Et comme il compte les calories, il se dit, tiens, le boss là-haut, il est content, il a eu son goût sucré, il a fait la dopamine, le centre de la récompense. Mais moi, je suis le garant de la survie. Et j'ai pas eu mes calories. Donc lui, il est content, il a fait la dopamine, mais moi, j'ai pas eu mes calories. Donc je vais tout faire au repas suivant pour que vous rattrapiez vos calories. C'est ça la survie de l'homme, c'est qu'il y a ce petit noyau, c'est un des noyaux qui s'appelle le noyau arché, qui arch nucléus, pour ceux qui veulent aller sur Internet, et qui va compter les calories. Et lui, il n'est pas d'accord. Parce que lui, si vous faites un régime trop drastique, il va dire, mais je vais mourir. Donc c'est pour ça que... Mais si vous supprimez les sucres, mais que vous continuez à manger des protéines... Des protéines, et puis, tout à fait, et il ne faut pas se retrouver dans un état de manque. C'est pour ça que dans ma méthode, je recommande la collation à 4h, 5h. Pour pas qu'à aucun moment... Le goûter, parce que quand on diminue son apport calorique, eh bien, il ne faut pas manquer, parce que sinon, qu'est-ce que vous faites ? Vous finissez de manger à 2h de l'après-midi, vous avez été au restaurant, vous allez travailler, vous rentrez tard chez vous, vous êtes citadin, à 9h, vous allez vous jeter sur l'alimentaire. Si vous ne prenez pas un Encas à 5h. Quels sont les aliments, alors je sais que c'est une question bateau, amis des diabétiques ? Eh ben, c'est tout ce qui est les protéines, bien sûr, poisson, les œufs, le poulet, la viande, quand elle est de qualité. Et puis, ce sont les légumes. Alors ça, les légumes, définitivement, c'est le grand ami des diabétiques. Parce que dans les légumes, vous avez tout. Vous avez les fibres. On a parlé tout à l'heure de l'inuline, donc des fibres solubles qui vont aider la flore bactérienne justement à être en bonne santé. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a de la substance, quoi. Ça va faire parce que le régime où on mange que des protéines, on n'a pas de bol fécal, on est constipé, on n'est pas bien, on n'a pas les vitamines. Donc les légumes, c'est vraiment un trésor absolu. D'ailleurs, les régimes à protéines, les gens ne peuvent pas le tenir très longtemps. Non, mais c'est... Bon, vous avez... Ça marche pour perdre du poids, il faut dire qu'ils sont très efficaces. Voilà. Mais le problème, c'est le noyau arché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, il vous dit le noyau des survivants, ouais. il lui faut 9 mois à 1 an, lui. Pour bien comprendre, il est très amorti, comme on dit. Il est bufferisé, pour les gens qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... Bufferisé, ça veut dire quoi ? Bufferisé, ça veut dire qu'il tamponne. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, j'arrête de manger... et qu'au bout de 3 semaines, vous avez perdu 10 kilos et que lui considère que c'est le poids de forme, ça ne va pas aller. Lui, il dit il y a un truc qui ne va pas. Ou sinon, l'homme n'aurait pas subi toutes les famines et tout ça. Il y a un noyau qui va vous pousser à aller chercher l'alimentaire. Ou sinon, vous pourriez très bien mourir de faim. Ouais. Donc, il y a un point de référence, comme une horloge qui bat, comme ça, et qui compte les calories. Et lui, il lui faut 9 mois, 1 an pour qu'il considère que le nouveau poids est un poids de vie. Et votre nouvelle enveloppe. Voilà. C'est pour ça que tous les régimes marchent. On s'en fiche des régimes. Ouais. Y a pas, tout le monde peut perdre du poids. Le problème, c'est de ne pas en reprendre. Ouais. Et que si vous perdez du poids pendant 1 mois et demi, vous êtes content et tout, et votre noyau arché, lui, il a compris. Il se dit non, je peux mourir, moi. Il faut que je me récupère. Le problème, c'est que comme vous avez fait un régime parfois pas équilibré, vous avez perdu des muscles. Et le seul endroit où on brûle des calories, ce sont les muscles, puisque 1 kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger. Donc plus vous avez de muscles, c'est pour ça que le sport, ça ne fait pas maigrir, mais ça évite de regrossir. Parce que plus vous avez de masse musculaire, et c'est vrai pour les gens de 40, 60, plus vous avez de masse musculaire, moins vous reprendrez de poids. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours qu'un régime soit suffisamment calorique pour pouvoir faire de l'exercice physique. Parce que si vous ne faites que le régime sans l'exercice, ça ne peut pas marcher. Sur la durée. Sur la durée, non. Ouais. Ça marche 2-3 mois, très bien, on est content, mais ça ne marchera pas. Et après, vous savez, vous avez servi, vous dites « Ah oui, mais alors on reprend du poids, on en reprend plus. » Bien sûr, c'est pas régime, ça veut dire changement de comportement. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire pendant 1 mois, je ne mange plus de ceci, je ne mange plus de cela. Ça veut dire je décide
de changer mon corps. Je sais que tout ça, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour mon cœur, c'est pas bon pour mon foie, c'est pas bon pour mon cerveau, c'est pas bon socialement. Donc, je fais mon régime, je fais de l'exercice parce que je veux plus y revenir. Docteur Réginald Alouche, alors la méthode anti-diabète est en poche, donc chez J'ai lu, comment limiter et stopper les risques. Vous ferez le test dont on parlait tout à l'heure. Vous avez la méthode sur 8 semaines, 5 phases, voilà, et 8 semaines, ça fait 2 mois, quoi. Oui, ça fait 2 mois, parce que 2 mois, c'est ce qui est supportable comme changement. Parce que vous savez, l'homme adore les habitudes. On a envie de revenir. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, il faut bien comprendre ce qu'il faut changer dans ses habitudes. Et ça commence par faites une photo de votre réfrigérateur et faites une photo de vos placards. Et vous apercevrez que tout ce que vous achetez sera mangé. Parce qu'on ne jette pas l'alimentation, parce qu'elle est sacro-sainte. Donc ça commence par ça. Faites une photo et regardez. Moi, je demande à mes patients, faites-moi des photos de chez vous, que je regarde. Parce que tout ce qui est dans les... Vous pouvez avoir des gens qui peuvent aller voir un médecin nutritionniste, un diététicienne, ou qui ont des yaourts aux fruits, ils finiront les yaourts aux fruits, mais ils paieront la consultation. Vous voyez ce que je veux dire ? Jetez-les, changez d'habitude. D'accord, vous avez compris que ça commençait par un nettoyage d'hiver. Voilà, et pas ça de commence printemps, ça commence par videz la votre volonté et le frigo, cerveau. videz vos placards. Voilà, en tout cas, gardez. Achetez des boîtes de sardines. Exactement. Et stockez les boîtes de sardines et les boîtes de thon. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée sur Beurre FM. Au revoir. À bientôt.